Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors ici Yann et je suis avec Alex pour l'analyse des nouveaux War Scrolls qui sont présentés dans Broken Realms Kragnos. J'ai failli dire Bellator c'est derrière nous, on est rendu à Kragnos. Donc la vidéo arrive avec quelques jours de retard, disons, sur la sortie du livre. On sait que Games Workshop a des difficultés un peu de distribution ces temps-ci, ce qui a fait en sorte qu'on a reçu nos livres là, un peu plus tard que prévu. Fait que, Alex, on a vraiment des belles choses là, qui sont sorties dans Broken Realms Kragnos, donc Kragnos lui-même. Ouais, puis écoute, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, quand on a vu les premiers leaks, les premières sorties, premières images du livre Broken Realms Kragnos, on avait la V2 en tête. Donc, on analysait les War Scrolls avec la V2. Mais maintenant, au moment de l'enregistrement de cette vidéo-là, on a eu accès aux règles de la V3. Et là, on peut donc avoir un regard assez nouveau sur ces War Scrolls-là, peut être capable peut-être d'apprécier un petit peu plus certaines habiletés ou certaines choses, du moins expliquer peut-être une hausse de points ou des points élevés pour certaines figurines. Oui, tu fais bien de le mentionner. Hein. Si on avait fait la vidéo dès la sortie du livre Broken Realms, on n'aurait pas eu accès aux règles de la V3. Donc, on n'aurait pas pu faire une analyse aussi juste, en fait, des War Scrolls qui sont proposés. Là, Ouais, et ça reste majeur en fait, parce que tu sais, si on regarde, puis commençons avec le Big Man lui-même, Kragnos, bon, c'est une figurine d'un, je pense, qui est vraiment imposante. Tu sais, quand on parle là, des récents succès, si on veut, de Games Workshop, on ne se le cachera pas, ça reste une figurine qui est vraiment très, très belle. Mais pour 760 points au début, et moi le premier, j'étais un peu sceptique de ce War Scroll-là. Je me disais, bon, c'est une figurine qui coûte excessivement cher, c'est une figurine qui ne vole pas, qui bouge de 10 pouces et qui est vraiment unidimensionnelle. Donc, pour 760 points, tout ce que ça amène, c'est du dégât, du très gros dégât, mais du dégât. Mais là, avec ce qu'on sait, ce qu'on a lu, puis c'est sûr que ça va rester à essayer aussi en V3, je pense que Kragnos va vraiment être meilleur que s'il était resté uniquement en V2. Je m'explique. Une des choses, je pense, quand on regarde les différentes statistiques, on parle d'un mouvement de 10 pouces. 18 points de vie, c'est beaucoup. 2 plus de sauvegarde, c'est excellent. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est pas un modèle qui vole. Fait que dans une méta où les écrans, les cordons euh, sont omniprésents en V2, c'est quelque chose, je pense, avec les règles de cohérence d'unité, avec les règles de renforcement d'unité. Donc, on va voir moins d'unités nombreuses, donc des grands cordons. On va voir également moins d'unités qui vont être espacées. D'un, parce que le contrôle d'objectif, c'est un seul objectif par unité. Donc, pour ces raisons-là, je pense qu'on va avoir des armées qui vont être beaucoup plus sur le modèle MSU, donc Multiple Small Units, plusieurs petites unités, et ce qui va rendre vraiment l'aspect cordon, selon moi, un peu moins présent. Et c'est là que Kragnos peut donc tirer son épingle du jeu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette. Absolument, excellente analyse. Tu l'as dit, la première chose qui nous a inquiétés avec Kragnos, c'est qu'il allait tout le temps se retrouver à charger des cordons. Puis là, on va en avoir beaucoup moins parce que dès que tu as un socle de 32 mm en V3, tu n'es plus capable de faire un cordon aussi bon. On va être encore capable de faire des cordons avec des 25 mm en collant les bases, mais c'est tout parce qu'en fait, en V3, hein, pour avoir une cohérence, il faut que chaque modèle soit à 1 pouce de chacun, de au moins 2 autres modèles de l'unité. Donc là, ça va vraiment changer, comme tu l'as bien noté, là, la capacité à protéger ces grosses unités. Exactement. Puis, si on regarde le reste de son profil, ce profil qui est vraiment très, très, très méchant, donc on regarde au niveau mêlé, on parle de 6 attaques avec une portée de 3 pouces. 3 plus, 2 plus, moins 3 de raid, donc déjà moins 3, c'est très, très rare dans le jeu. Dommage, 4. Donc, 4 dommages flat, c'est très, très bon. Et là, c'est là qu'on peut commencer avec donc d'autres éléments de la V3. Si on prend l'habilité de commandement All Out Offense pour plus 1 pour toucher, on parle de 2 plus, 2 plus, moins 3, 4. Donc, on commence à avoir des attaques qui sont extrêmement fiables. Deuxième attaque, le Toss Breaker. 3 attaques, 3 plus, 2 plus, moins 2, D3. Encore une fois, avec un point de commandement, on peut ramener ça à du 2 plus, 2 plus.
Et c'est Hooves of Rack and Ruin. On parle donc d'attaques qui se modifient selon le profil régressif de Kragnos. On commence avec 6 attaques jusqu'à 3. 3 plus, 2 plus, moins 1, 2. Donc, c'est un profil entier qui, avec un seul point de commandement, peut toucher sur du 2 plus avec l'entièreté des attaques et blesser sur du 2 plus avec l'entièreté des attaques, avec du rend de 3, 2 et 1 et des dommages de 4, des 3 et 2. C'est extrêmement violent. Donc, ça, je pense, encore une fois, en prenant compte des nouvelles habiletés de commandement disponibles en V3, je pense que Kragnos peut être très, très, très méchant contre à peu près toutes les unités du jeu qu'il pourra rencontrer. Absolument. Puis, on remarque aussi que son profil est très, très peu dégressif. Oui, Donc, tout à fait. le seul élément, il perd une attaque par tranche de tableau dégressif sur sa dernière attaque, qui est des attaques à 2 de dégâts. Mais c'est Oui. 6 attaques à 4 de dommages, c'est 3 attaques à D3. Elle reste inchangée jusqu'à ce qu'il meure. C'est tellement bon, ça aussi. Et aussi, il faut mentionner que Kragnos, pour qu'il puisse commencer à perdre des habiletés avec son profil dégressif, doit avoir subi 10 blessures. Donc, c'est énorme. Donc, tant qu'il ne subit pas 10 blessures, il est à son plein potentiel. Et encore une fois, on jumelle avec des aptitudes, des nouvelles règles, en fait, de la V3, avec les habiletés d'acte héroïque à la phase de héros, qu'il peut se guérir, donc, des 3 points de vie. Donc, on commence à avoir quelque chose qui est extrêmement résilient, malgré l'absence d'un ward save, donc une sauvegarde non modifiable après les sauvegardes d'armure. Donc, un 2 plus peut se guérir. On peut également ajouter là-dessus la règle des rampages des monstres, aussi qu'un monstre par phase de charge peut donc avoir une aptitude additionnelle. Donc, on est rendu avec des belles couches de règles qui peuvent s'ajouter pour faire briller davantage le War Scroll, à mon sens. Mm-hmm. Tout à fait. Mais on voit que c'est vraiment un gros beat stick, comme on dit. Lui, il Tout est à là fait. pour défoncer la face là, de l'adversaire. C'est son rôle. Tout à fait. Puis il y a deux, tu sais, en plus, il y a certaines habilités. Bon, Bellow of Rage, en fait, là, qui peut faire détruire un terrain defensible. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français qui va être utilisé lors de la V3, mais on parle d'un terrain, exemple, qui peut avoir une garnison. Intéressant comme petite règle additionnelle. On peut avoir relancé les jets de charge et les jets de pour toucher. Donc, de ce modèle, quand il est en 12 pouces d'un Star Drake, Dracoline ou un Drake, bon, très, très situationnel. Rampaging Destruction, la règle qui va faire frémir tous les monstres qui vont fouler le même champ de bataille que Kragnos. Donc, lorsque Kragnos réussit une charge, on prend le score combiné des 2 dés et tant que ce n'est pas 7, on multiplie les 2 dés ensemble et c'est le nombre de blessures mortelles que ce monstre va subir. Donc, c'est absolument horrible comme règle contre à peu près n'importe quel monstre, à moins de jouer d'un peu de malchance. Ça va faire un nombre de blessures mortelles qui est assez imposant quand même. Euh, Autre règle, Icon of Destruction, plus 1 de bravoure à toutes les unités en dedans de 12 pouces de destruction. Bon, c'est très, très anecdotique, on ne le prend pas pour ça clairement. Et l'autre qui est vraiment intéressant à mon sens, qui est une règle qui peut-être peut passer un peu inaperçue, c'est son bouclier. Donc, son bouclier qui lui donne une bonne protection en fait contre tous les sorts et les sorts persistants. On lance 3d6 et si, lorsqu'un sort l'affecte, et si on a par la suite, on bat le jet pour invoquer le sort ou le sort persistant, mais Kragnos n'est pas affecté. Donc, on a vraiment, on a 3D contre 2D, donc les chances sont relativement bonnes d'avoir Kragnos qui peut être immunisé contre les sorts. Oui, et puis on sait que dans la V3, les sorts persistants vont devenir probablement jouer davantage parce que nos sorciers vont contrôler les sorts persistants qu'ils lancent. En tout cas, chaque sorcier va pouvoir contrôler un sort persistant à la fois qu'il a lancé. Donc, on garde le contrôle de notre sort. Les sorts vont bouger aussi plus fréquemment, en fait. Donc, on va avoir plus sur le champ de bataille. Donc, cette protection-là devient particulièrement bonne. Oui, tout à fait exact. Donc, tout ça pour un merveilleux 760 points. Encore une fois, si on garde en tête les points de la V2, c'est beaucoup, mais avec les nouvelles habiletés, surtout pour les monstres et les monstres héros, euh,
on a vu d'ailleurs dans le livre Soul Blight que vous avez fait d'ailleurs une excellente review. On a vu que Nagash a monté de façon assez substantielle en points. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que tous les héros monstres, comme Archaon par exemple, on a vu Alarielle qui s'en vient aussi, qu'il y a une hausse de points. Est-ce que Morathi va avoir le même sort? Est-ce que Teclis va avoir le même sort? Parce qu'on gagne des aptitudes autant pour les héros que pour les monstres. Donc, est-ce que ça signifie que lors d'une mise à jour avec le manuel général qui sortira en même temps que la boîte Dominion, la nouvelle édition, on va avoir une mise à jour sur les points? Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que de façon globale, les héros et les monstres et les héros monstres puissent aussi avoir une hausse de points significative? Est-ce que 760 points dans le pointage de la V3 sera plus raisonnable qu'en V2? Moi, je pense que ça va être le cas. Mais avec les changements de la V3, Kragnos soudainement passe de cool, l'idée est bonne, mais je ne le jouerai pas, à ben peut-être que je vais avoir un regard intéressant sur ce modèle-là finalement. Ah oui, absolument. Puis tu parlais des hausses des coûts en points des autres héros. J'ai vu une rumeur qui semble être de source là, relativement sûre à l'effet que Morathi passerait à 660 points plutôt que 600. Donc, on parle d'une hausse de 10%, ce qui est quand même significatif. Là, tout à fait. Exactement. Dans Broken Realms, par la suite, on a des War Scrolls pour les Gloomspite Gits, donc le nouveau War Scroll du Loon Shrine et les allégeances, en fait, donc qui sont une réimpression des 3 tombes célestiales qui sont parues là, dans les White Dwarfs de l'automne dernier, donc les Jaws of Mork, la Glogs Megamob et les Spider-Fang, dont j'ai oublié le nom, là, les Grimskottle Tribes. Peut-être la seule chose que je noterais, en fait, c'est que ce que l'update fait à la pièce de terrain, au Loon Shrine, ça fait en sorte que c'est le mot-clé de ton général qui va déterminer le type d'unité que tu peux ramener. Donc, si ton général a le mot-clé Squig, par exemple, tu ne peux pas ramener de gobelins. Ce que tu peux ramener à la vie, c'est des unités de Squig qui ont été détruites et tu les ramènes à demi-effectif. Avec le passage à la V3, où les unités vont être moins grosses, ramener une unité qui a été détruite à demi-effectif, ça devient beaucoup moins fort. Déjà que ce n'était pas très fort comme habilité, là, ça devient vraiment moins fort, donc c'est bien dommage. Et je trouve ça dommage que ce soit vraiment dépendant du général. Bon, ça c'est mon opinion. Déjà, comme tu dis, c'est pas d'habilité qui était nécessairement surpuissante, mais de l'avoir limité vraiment au choix du général, je trouve ça un petit peu dommage. Oui, vraiment. Mais, encore une fois, rumeur à l'effet que les Gloomspite Gits seraient dans les prochains Battle Tomes, dans le premier Battle Tome à sortir en V3. Donc, on va avoir évidemment là, les Auric Warclans avec l'ajout des nouveaux venus. Yes, on va avoir les Stormcast Eternals avec leur nouveau... mais ensuite, on aurait Gloomspite Gits et semble-t-il peut-être Ogorma Tribes aussi. Qui aurait un nouveau Battle Tome, mais les Gloomspite Gits, là, il semble que ce seraient les prochains ensuite, donc à suivre. Donc, clairement de l'amour pour la destruction. Bien, ils ont vraiment annoncé que le manuel général, je pense que les Battle Plans dans le manuel du général vont être d'Angure. Donc, c'est vraiment la V3 débute en force là, pour la destruction. C'est le fun pour les joueurs de la destruction. Nous aurons sous peu justement une vidéo pour discuter justement donc, des changements majeurs principaux de la V3 prochainement sur la chaîne. Oui, tout à fait. Alors, on passerait au War Scroll de Alarielle. Oui, exact. Ouais. Donc, en tant que joueur Sylvanette qui se bat bec et ongle pour tenter d'avoir une liste compétitive de Sylvanette, qu'as-tu pensé d'Alarielle et de la nouvelle figurine, le Warsong Revenant? Et j'ai tellement essayé de les rendre compétitifs, les Sylvanettes. C'est pas facile. Mais écoute, le nouveau War Scroll d'Alarielle est quand même vraiment bien. C'est sûr qu'elle est passée de 600 à 740 points. C'est une augmentation significative, mais qui est cohérente avec les autres augmentations là, auxquelles on s'attend, comme on disait, pour les monstres héros. Mais ils ont vraiment amélioré plusieurs choses. D'abord, sa lance, en fait, la Spear of Kurnot, son tir, ils ont réduit la portée. La portée était de 30 pouces et passée à 24 pouces, mais elle était dégressive. Donc, à chaque tranche de son tableau dégressif, elle perdait 6 pouces de portée. Là, elle est à 24 pouces flat et Alarielle a 16 pouces de mouvement. Fait que sa portée réelle, c'est 40 pouces. Fait que ça lui permet de tirer où elle veut.
Là, on est rendu avec un 2+ pour toucher, 2+ pour blesser, Rend -2, et on est passé d'un D6 à flat 6. Ça fait mal. Mais ça va aussi être dégressif au fur et à mesure qu'elle va être blessée. Mais flat 6, ça veut dire qu'à l'Ariel en pleine forme, à vol de 16 pouces, elle tire à 24 pouces, 2+, 2+, -2, elle peut sniper à peu près n'importe quel petit héros. Exact. Avec un certain degré de fiabilité. Puis on peut même, à vrai dire, par souci de sûreté, si on veut, pour fidéliser encore plus le jet, pour un héros qui bénéficierait d'attention messire, on peut prendre un point de commandement pour annuler l'attention messire, effectivement, pour avoir le +1, -1, pour revenir à un 2+, 2+, -2, 6. Pour la plupart des petits héros, ça va le faire. Là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est oui, tu parles du fait que c'est régressif de 6 de dommages jusqu'à 2 de dommages, mais de façon réelle, à l'Ariel qui va tirer, puisse, à cause d'une habilité que tu vas, j'imagine, parler prochainement, qui est Life Bloom, ne sera jamais réellement blessé de façon significative. Donc, le jeu en tant que tel va toujours être entre 4 et 6 à peu près dommages par attaque. Oui, absolument. Justement, ils ont changé ces attaques aussi de corps à corps, puis c'est vraiment particulier ce qu'ils ont fait, mais c'est intéressant. Son épée à l'Ariel, avant, pouvait faire des blessures mortelles sur des 6 pour toucher. Maintenant, elle a 4 attaques, 3+, 4+, pas de rend, 1 de dommage. Sauf qu'elle ne fera jamais 1 de dommage. L'idée, en fait, c'est que si elle réussit à blesser un adversaire avec son épée, on va lancer un dé. Sur 1 à 5, il ne se passe rien, il n'y a pas de dégâts. Mais sur un 6, le modèle est slain. Donc, le modèle est tué. Donc, ça c'est vraiment bon. Ça veut dire que tu arrives contre, par exemple, un méga Gargant, tu lances tes attaques, 4 attaques, 3+, 4+, pas de rend, s'il y en a une qui passe. Le modèle est slain. Par contre, le Mega Gargant va subir des blessures. Oui, c'est ça. Là, il y a sa règle de blessure, mais on pense par exemple à un Stonehorn, on pense à Gash, on pense à n'importe quel, finalement, héros. Eclipse, tu peux one-shot n'importe quoi, un Kragnos. Fait que ça, c'est vraiment, c'est très aléatoire. Hein. Il faut blesser, puis en plus, ensuite lancer un 6. Mais quand ça va arriver, ça va être plaisant. Et de toute façon, le gros damage dealer, la grosse source de dégâts en corps à corps, c'est sa grosse bête. Son beau scarabée, qui a perdu une attaque, mais on a augmenté la fiabilité. Donc, on est passé à 4 attaques plutôt que 5, mais maintenant, on touche sur du 3 au lieu du 4. On blesse sur du 2 au lieu du 3. On a Rend -2 et 5 dommages. Et encore, gardons en tête le potentiel +1 pour les jets de touche avec Harlot Offen. Fait qu'on tombe à du 2+, 2+, -2, 5 lorsque la bête est à son plein potentiel. Ce qui va arriver, comme tu le disais, très souvent parce qu'elle se guérit très bien. Donc, Alarielle est une combattante. Bon, pour 740 points, une chance que c'est pas juste ça qu'elle fait. Si on la compare à Kragnos qui est à 760 points, on n'est pas dans la même ligue en termes de dégâts. Mais elle va tirer son épingle du jeu en corps à corps. Là. Elle peut facilement quand même faire 10 dégâts à un adversaire et ainsi de suite. Là où ça devient intéressant aussi, c'est Life Bloom. Son habileté de régénération a été augmentée. Elle pouvait se guérir tous les Sylvanettes à 30 pouces de D3 et elle pouvait se guérir aussi. Son habileté de guérir les autres Sylvanettes à 30 pouces demeure, mais elle ne s'applique plus à elle-même. Donc, c'est les autres unités Sylvanettes, mais elle peut se guérir elle-même de 2d6. C'est énorme. C'est énorme sur une bête de 16 points de vie. Là. On parle en moyenne 7 blessures sur 2D et avec, encore une fois, les règles en V3, la possibilité de faire un acte héroïque et de se guérir d'un D3 additionnel. On parle en moyenne, ça pourrait être 9 blessures de guéris par phase de héros. Et ajoutons à ça qu'Alarielle maintenant connaît tous les sorts de Sylvanette. Donc, elle peut caster Regrowth, qui lui permettrait de se guérir d'un autre D6. Fait ultimement, elle pourrait se guérir au maximum là, 3 D6 plus 1 D3. En moyenne, on parle d'environ 13 points de vie qu'elle pourrait faire. Fait que c'est ça. Elle peut passer de presque morte en pleine vie. Exactement. Tout à fait. Fait que ça, je pense que ça devient vraiment intéressant. Donc, oui, 740 points, je me trompe pas. 740 points, c'est énorme, mais c'est une magicienne. C'est une pièce de support de l'armée. Donc, c'est pas juste
C'est pas uniquement du dommage comme tu l'as mentionné, c'est vraiment du support, c'est de la guérison et on va y venir avec justement donc avec son amphore des âmes, donc avec une autre habilité en fait qu'elle peut invoquer des unités comme c'était le cas avant. Est-ce que les unités demeurent identiques, ce qu'elle peut invoquer? Exactement, il n'y a rien qui a changé. Là. Ça, c'est demeuré semblable. Okay. En fait, c'est les mêmes unités qu'elle peut invoquer. Là, on a le choix entre 20 Dryades, 10 Kree Revenants, 10 Spite Revenants, 3 Kurnoth Hunters, une Branch Witch ou un Tree Lord. Mais puis la portée n'a pas changé. Là, c'est encore une fois à plus de 9 pouces de l'adversaire, entièrement à 9 pouces de l'Ariel. Et on connaît le truc, hein, parce que ça se fait à la fin de la phase de mouvement. Ça se fait à la fin de la phase de mouvement. L'Ariel se déplace de 16 pouces, donc on peut la faire bouger de 16 pouces, mettre une unité devant elle à 9 pouces, donc on vient finalement placer une unité à 25 pouces du point de départ d'Ariel. Ça fait qu'on peut mettre une ligne. C'est énorme. Fait que là, ça peut permettre d'aller chercher un objectif. Dès le tour 1, par exemple, où il y a différents tricks qu'on peut faire comme ça. Là. Et c'est une belle flexibilité à avoir du choix. Ça peut être donc, si on a besoin de nombre, par exemple, ben 20 dryades, ça peut être intéressant. Si ça nous prend quelque chose qui est peut-être plus endurant, du punch au combat, 3 Kurnoth peut être intéressant aussi. Bref, on a quand même de la polyvalence là-dessus, ce qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Fait que oui, c'est sûr que à l'Ariel coûte cher, mais ça reste quand même des points qui sont entre guillemets gratuits, qui sont inclus dans le coût du War Scroll de l'Ariel, qu'on a en plus en renfort dans la bataille. Et là, ça m'amène à souligner sa principale faiblesse. Je dirais que la principale faiblesse de l'Ariel, elle n'a pas été corrigée. Et c'est le fait qu'à 16 points de vie avec une sauvegarde à 3+, elle est extrêmement vulnérable à certaines armées qui sont capables de la one-shot. Donc oui, mais gardons en tête encore une fois All-Out Defense, qui est une possibilité plus un pour plus une sauvegarde. Mais je suis d'accord avec toi. Mais vas-y, finis ton idée, excuse-moi. Tu as raison, tout à fait. Il y a All-Out Defense et elle peut aussi se lancer bouclier mystique. Donc, pour se donner aussi qui soit plus la relance des 1, mais qui devient +1 de sauvegarde aussi. Donc, ça va être facile d'avoir à l'Ariel sur du 2+. Mais, disons, un Caradron, par exemple, qui décide qu'il tue à l'Ariel tour 1, il va tuer à l'Ariel tour 1. Oui, encore une fois, regardons aussi, attendons de voir au niveau des points, au niveau de ce que ça implique, parce que oui, les Caradrons peuvent avoir une fatigue absolument effroyable, mais encore une fois, est-ce que les armées seront appelées à changer avec l'absence de bataillons, avec peut-être une augmentation des points? Je ne pense pas que le Ironclad va rester à 480 points, mais on aura cette discussion une autre fois, bien entendu. L'autre élément aussi, c'est que ça la rend vulnérable. Le fait que son habilité de résilience, qui est la guérison, se fasse seulement en notre phase de héros, ça la rend un peu plus vulnérable au double tour. Tout à fait. Donc, il faut simplement s'assurer qu'Alariel ait invoqué ses unités avant qu'elle puisse être tuée. Donc, souvent, on va choisir autant que possible d'invoquer l'unité dès le tour 1, les garder en réserve, attendre au tour 3. Dans certaines situations, c'est imprudent. Ouais, tout à fait. Elle a une autre nouvelle habilité qui est quand même le fun, qui est qu'elle peut maintenant retraiter et charger ou tirer dans le même tour. Elle n'avait pas cette habilité-là, c'est apparu comme par magie. Je trouve ça vraiment le fun. Oui, c'est toujours intéressant en fait. C'est une habilité qui est toujours bonne. Même au niveau du combat, on peut retraiter, on peut aller chercher un petit héros justement au besoin. Donc, c'est vraiment, je trouve, c'est une belle habilité. C'est le genre d'habilité, retraite et tir, retraite et charge. Je pense que c'est des habilités qui sont toujours les bienvenues dans une armée. Oui, puis là, on a un modèle qui vole et qui a 16 pouces. Fait qu'on peut retraiter souvent par-dessus l'unité adverse pour aller chercher une autre unité qui est derrière, comme un héros ou des choses. Ça, c'est vraiment bien. C'est sûr que là, avec la V3, on ne peut plus courir lors d'un mouvement de repli, donc ça limite un peu. Mais de toute façon, si on veut charger, on ne peut pas courir. Voilà. Et le dernier élément qui vaut la peine d'être mentionné, en fait, c'est le fait que, bon, Alariel peut encore lancer et dissiper 3 sorts par phase. Elle n'a toujours pas de bonus de lancement de sorts. C'est un reproche que beaucoup de joueurs Sylvaneth lui faisaient. Là. La plupart des autres casters ont un +1, +2 pour lancer les sorts. Là. Elle n'en a pas. Mais maintenant, elle connaît tous les sorts Sylvaneth. Donc, ça veut dire qu'Alariel connaît 10 sorts. On n'est pas dans la même ligue que Teclis, mais quand même, c'est un excellent début. Oui, tout à fait. Puis, on sait qu'un des sorts donne +2 au casting. Elle a 3 sorts, donc on prend un premier sort, on se donne +2, puis les 2 autres sorts, on les lance à +2. Donc ça devient, c'est le truc connu. Donc c'est
C'est vraiment super. Puis avant, il fallait sacrifier le sort de la lore que Alarielle connaissait pour prendre ce sort-là. Alors que maintenant, on va pouvoir prendre ce sort, on va pouvoir le choisir juste quand on en a besoin, avoir accès aux autres sorts, c'est vraiment très, très bien. Donc, Alarielle, c'est une pièce qui est structurante pour l'armée. Il faut la voir comme un héros de support qui peut jouer différents rôles. Donc, elle guérit ton armée, elle l'invoque, elle a 3 sorts par tour, elle connaît tous les sorts, elle est capable de se battre en combat, elle a du tir, elle peut jouer un peu tous les rôles. Il faut vraiment la voir comme ça. Mais effectivement, on n'a pas la même. On ne peut pas l'envoyer au front comme on ferait avec un Kragnos, par exemple. Donc, il faut quand même protéger la pièce. Oui, absolument, parce qu'il y a beaucoup d'unités qui vont être capables les unités d'élite dans le jeu sont capables de la passer en un tour, là, assurément, ou un double tour. J'ouvre une mini parenthèse avant de passer au Warsong Revenant, mais justement, j'ai hâte de voir, on parle, il y a beaucoup d'unités qui peuvent l'éliminer d'un seul coup, mais j'ai hâte de voir avec, je dirais, le nombre d'unités plus larges qui va être clairement moindre en raison des unités renforcées. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point, justement, le nombre d'unités qui vont avoir ce potentiel-là va demeurer. Je suis très curieux de voir ça. En fait, des grosses unités très, très agressives, j'ai hâte de voir ça. Oui, effectivement, on va avoir moins de Death Star ou moins de grosses unités, effectivement. Et à cause de la règle de cohérence, ça va être plus difficile d'amener toutes les pièces d'une grosse unité en combat. Absolument. Donc, effectivement. Fait qu'on passe au Warsong Revenant, la nouvelle pièce qui est superbe. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinante, là, elle est super belle et c'est une très bonne pièce à mon avis. 275 points. 275 points, on a une pièce qui a 7 points de vie à 5 plus de sauvegarde, mais qui a un Feel No Pain, une protection à 4 plus. Un Ward, le nouveau Ward. formulation. Tout à fait. Donc ça va lui donner une résilience qui est quand même significative, qui est intéressante. Il se défend assez correctement au corps à corps. Il y a 5 attaques, 3 plus, moins 1, 2. Donc, il est quand même capable de chatouiller, même si ce n'est pas son rôle. Il buff la bravery. Là, il donne plus 1 de bravoure aux unités sylvanettes à 12 pouces, enlève 1 de bravoure aux unités ennemies à 12 pouces. Il va aller chercher, s'il est à 9 pouces d'une forêt, il va aller chercher un plus 1 à ses jets de casting, de dissipation et d'unbind. Ce qui est chose assez facile dans les sylvanettes. Oui, tout à fait. Surtout avec les nouvelles règles de forêt, le War Scroll des Awaken Wildwood a été refait. On va avoir beaucoup plus de facilité à placer des forêts là où on en a besoin. Donc ça, c'est bien. Il lance 2 sorts par tour en Dissipe 1. Connaît lui aussi tous les sorts de la lore sylvanette. Et son sort à lui là, fait des dommages dans un rayon de 9 pouces, si ma mémoire est bonne, autour. Ce n'est pas un excellent sort, mais ce qui est vraiment bien, c'est sa capacité à lancer 2 sorts par tour à plus 1. Donc, c'est vraiment un héros, il faut le voir, qui est là pour donner de la résilience à l'armée. Ça veut dire qu'il a accès au sort qui permet de ressusciter des Kurnot Hunters. Et il a accès au sort qui permet Regrowth de guérir de D6. Et donc, avec un plus 1 pour le caster. Avec un plus 1 pour le caster. Donc, c'est vraiment un héros qui va venir donner de la résilience à l'armée. Si on n'a pas besoin de ressusciter des pièces ou de guérir des pièces, il a toujours accès, il peut donner un plus 1 de sauvegarde avec le bouclier mystique, il peut faire des dommages à distance. Donc, et il ne sera pas si facile à sniper que ça. Il va être difficile à cibler. On va vouloir le garder proche d'une forêt ou dans une forêt pour avoir son plus 1 to cast. Ça va lui donner la règle de cover. Il va être à 4, une sauvegarde à 4 plus ensuite un Feel No Pain à 4. Comment c'est un héros qui est difficile à aller chercher? Et tu penses, parce que moi, oui, j'en suis, je trouve ça intéressant. On ne peut pas cracher sur des bonus pour caster. Oui, c'est une figurine, je pense, qui a une résilience qui peut être un petit peu surprenante en raison du K+ Ward et en raison aussi de la facilité quand même à obtenir des bonus de sauvegarde. Mais j'ai de la misère à justifier son coût, 275 points. J'ai de la misère à le voir comment il va pouvoir fitter dans une armée. Essaie de me convaincre en fait que 275 points, c'est pas trop. Moi aussi, j'ai trouvé ça cher. Je me suis dit, comme je ne connais pas les hausses des coûts en points que les autres unités, les autres modèles, les autres
vont avoir avec la V3. Je vais me garder une petite gêne là-dessus, puis je vais analyser juste le War Scroll. Puis je me suis dit, ce War Scroll-là, est-ce qu'il est jouable? Assurément. C'est un beau War Scroll. Maintenant, 275 points, selon les référents qu'on a habituels, sachant que je peux avoir des branch width et des branch rate pour 80 points. Je peux avoir 3 branch rate là, pour 80 points. Je vais jouer 3 branch rate avant de jouer le War Song Revenant, assurément. Mais si ces héros-là augmentent de coût en points puis passent à 100 ou 120 points, là, peut-être un War Song, ça pourrait être bien. En fait, il joue une partie du rôle qu'on voulait que le Trailord Ancient joue et qui n'est pas capable de jouer comme il faut. Non, c'est pas. Oui, écoute, je pense que c'est vraiment quelque chose. J'ai vraiment hâte de voir ça en action. En fait, je sais qu'il y en a un au Clash au mois de juillet qui en a peinturé un, qui va le jouer. Okay. Donc, je suis très curieux de voir comment ça va s'opérer. En V2, avec les points de la V2, je suis moins convaincu. Je partage ta réserve là-dessus. Puis moi, mon premier réflexe, ça a été « Wow, c'est un beau War Scroll, 275 points, beaucoup trop cher. » Exact. Mais sur les forums Sylvaneth, les gens avaient des arguments qui étaient quand même intéressants, donc surtout sa résilience. C'est un héros qui est difficile à sniper. Puis son rôle vraiment d'avoir accès à tous les sorts, parce que presque la moitié, on a 3 ou 4 bons sorts chez les Sylvaneth. Donc, de devenir. Donc, c'est sûr qu'il devient un peu un Wizard Toolbox, surtout si on ne joue pas à l'Ariel dans la liste. À ce moment-là, c'est vraiment lui là, qui est notre héros qui est là pour donner la résilience à l'armée. Donc, ça, c'est bien. Par exemple, redonner des 6 points de vie à un Spirit of Durtu, c'est significatif. Voilà, donc avoir à essayer, je réserve mon jugement sur les coups en points une fois qu'on aura les coups en points des autres armées là, de la V3 finalement. Là, absolument. C'est ce que tu voulais dire un petit mot sur les Awakened Wildwood? Oui, les forêts sylvanettes, gros changement en fait. Avant, on devait placer une forêt, c'était 3 à 6 arbres qu'on devait placer en cercle. C'est énorme. C'est énorme, ça prend trop de place. Donc, on arrivait à en placer 1, 2, si on est vraiment chanceux, 3. Surtout que les tables réglementaires de tournoi habituellement ont quand même pas mal de pièces de décor, de terrain. Donc, c'était impossible d'en placer. Puis, c'est le principal bonus d'armée, d'allégeance qu'on a, c'est nos forêts. Là, on va devoir placer, en fait, une forêt va être composée de 1 à 3 arbres. Et si on en place 3, ils doivent être placés encore une fois en cercle. Et l'intérieur du cercle compte comme faisant partie là, de la forêt. Donc, il y a un incitatif à en jouer 3 en cercle, mais on peut en placer seulement 1 ou 2 si on veut. Et à ce moment-là, ça permet de placer un arbre unique à un endroit, dans un petit trou dans le terrain. Donc, on peut en placer beaucoup plus qu'avant. On en a besoin pour se téléporter, on en a besoin pour se donner des bonus, par exemple le +1 au lancement de sort dont on vient de parler. Il y a d'autres unités qui ont d'autres bonus à proximité des Wildwood. Donc ça, c'est vraiment un changement qui est vraiment très bien. Absolument. Ça, c'est bon. Il y a un autre petit changement là, au niveau des dommages. Maintenant, les Wildwood ne font que des dommages sur la phase de charge là, à l'adversaire. Si on lance un 6, si ma mémoire est bonne, enfin. Oui, donc, ça, c'est anecdotique. C'est plutôt anecdotique. Et l'autre changement peut-être significatif, c'est le fait que les bois coupent la ligne de vue si la ligne traverse au moins 3 pouces. Donc, encore une fois, un incitatif à les jouer en cercle, en 3, parce que si on en joue juste 1 ou 2 arbres, l'épaisseur n'est pas de 3 pouces, donc ça ne bloque pas la ligne de vue. Mais la forêt ronde, là, en cercle, bloque la ligne de vue et ne bloque pas la ligne de vue des unités sylvanettes. Donc, nos Kurnoth Hunters, avec les arcs, peuvent tirer à travers la forêt. On peut les faire camper, puis... oui, tout à fait. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment bien. Par contre, ça ne bloque pas la vue de et à les monstres, donc les pièces, le modèle de 10 points de vie et plus. Donc, Drisha, par exemple, ne peut plus être caché par une forêt sylvanette. Voilà. Donc, c'est un beau changement. Ça, c'est vraiment significatif. Jusqu'à maintenant, les sylvanettes, on voit qu'ils vont être un peu plus compétitifs en V3. À quel point, je ne sais pas. Mais déjà, on a un petit buff dont on avait vraiment besoin. Je pense qu'on est tous dans l'attente, en fait, d'avoir des parties derrière la cravate pour pouvoir vraiment mesurer l'impact de cette nouvelle version-là sur nos armées. J'ai bien hâte de voir ça aussi.
Oui, les Sylvanettes sont clairement une des premières armées que je vais essayer en V3 et peut-être dans le cadre d'un rapport de bataille prochainement sur la chaîne, si possible. Maintenant qu'au Québec, on peut commencer justement à avoir ce genre d'événement-là, on Yes. a hâte de pouvoir vous livrer des excellents rapports de bataille. Oui. On ne parlera pas des bataillons parce que les Non. bataillons, en fait, deviennent vétustes en jeu compétitif, là, en jeu égal, à partir de la V3. Donc, c'est plus intéressant. Ouais. Et Alex, deux autres nouveaux superbes modèles, Ah, c'est hallucinant. les deux morceaux d'âme de Slanesh. Donc, on a un modèle plus de combat, de corps à corps, qui est Dexessa, puis l'autre, le Sinessa, qui est le mage. Ouais. Wow! Encore une fois, des modèles qui sont absolument hallucinants. Je veux dire, c'est des pièces qui sont juste. Tu sais, on regarde, on dit oui, Games Workshop, ça reste que c'est un billet qui est dispendieux, mais quand on regarde la qualité des pièces qu'ils fournissent, et ça va au-delà de la beauté, mais c'est vraiment au niveau de l'assemblage de ces pièces-là. Puis je trouve que ils ont fait un très bel effort de fournir des modèles qui sont faciles à assembler, qui donnent un résultat fini qui est intéressant, qui cachent bien les lignes de moulage, ces choses-là. Mais ces modèles-là, pour vrai, là, je les trouve absolument. Puis Slanesh, c'est zéro mon type d'armée en fait d'esthétique, mais je peux juste applaudir, je dirais, l'aspect créatif des sculpteurs de Games Workshop qui ont fait ces figurines-là. Donc, comme tu l'as mentionné, on parle de Dexessa et Sinessa. Là encore, deux héros qui sont un peu dans la même taille que le Warsong Revenant. Donc, 280 points pour Dexessa, 260 pour Sinessa. Dexessa est l'aspect corps à corps, Sinessa est l'aspect mage. Donc, encore une fois, si on regarde les statistiques rapidement, Dexessa, 12 de mouvement, 10 de bravo, c'est un démon, 10 points de vie, 4 plus de sauvegarde. Aucune attaque de tir, donc uniquement de la mêlée. Donc le Scourge of Slanesh, 3 pouces de portée, 4 attaques, 2 plus, 3 plus, moins 1, 2. Et l'Impalic Talons, 1 pouce de portée, 2 attaques, 3 plus, moins 2 de rend, 2 de dommages. C'est un modèle qui vole, donc toujours intéressant d'avoir un modèle qui vole. C'est un modèle qui peut retraiter et tout de même charger dans le même tour. Donc, vraiment un aspect qui est toujours intéressant. On l'a mentionné avec Alariel tantôt, son retraite et tir. Là, on a retraite et charge. Joyous Battle Fury. Donc, après que ce modèle est combattu pour la première fois, au début de chaque ronde de bataille, on ajoute une attaque à ces deux profils d'armes. Et c'est cumulatif. Donc, on a intérêt déjà qu'avec Slanesh, on est encouragé à causer des blessures rapidement pour générer des points de dépravité pour faire du summon. Là, on est doublement récompensé avec justement des attaques additionnelles et c'est chaque ronde de bataille subséquente, c'est 2 attaques de qualité qui s'ajoutent à ce modèle-là. C'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Mesmerizing Lepidoptera, donc une habilité vraiment intéressante, moins 1 pour le toucher, et c'est autant au corps à corps qu'au tir, donc toujours intéressant d'avoir une couche de protection additionnelle. Et finalement, une habilité qui peut être intéressante, mais un peu double tranchant, les unités démoniaques de Slanesh en dedans de 12 pouces de ce modèle-là n'ont pas à faire des jeux de déroute, qui peut être bien, mais aussi en même temps qui peut nous empêcher de rouler ce 1-là pour générer des modèles additionnels. Et en plus, une fois par tour, ce modèle peut donner un commandement, donc prendre une habilité de commandement sans prendre de points de commandement. Donc, avec la multiplication des différentes habiletés de commandement, c'est toujours intéressant d'avoir des habiletés qui nous permettent d'en générer davantage. Quelle belle pièce. Ouais. Beaucoup de, tu sais, un bon petit beat stick. Au départ, à 6 attaques, c'est pas là qu'elle va cogner le plus fort. Mais Non. si elle survit, elle n'a pas un profil dégressif, c'est le contraire. Finalement, elle devient. Ben oui. Quand on est rendu à plus 2 attaques, là, elle va commencer à chatouiller pas mal fort. Oh oui, quand même, effectivement. Puis avec encore une fois différentes habiletés de commandement qui sont intéressantes. Et surtout se rappeler que Slanesh, chaque 6 pour toucher génère une deuxième touche. Ça peut faire plus que chatouiller, je vous dirais. Peut-être un brin fragile avec 10 points de vie, sauvegarde à 4+, Moins pour le toucher quand même. ce qui est très bien. Ouais, mais
Tout à fait. Mais encore 280 points. Je pense que ça cadre bien dans ce que Slanesh veut faire, donc du dommage rapide, peut retraiter, charger, donc on va rarement être pris au dépourvu avec ce modèle-là. Fait que ce sont quand même des belles règles là, qui viennent s'ajouter à ce niveau-là. Donc, quand même intéressant. Je ne pense pas que c'est un must. Je ne pense pas que ça va. C'est un modèle qui va être dans toutes les armées, mais ça reste quand même une belle figurine, puis ça reste une belle possibilité. Bouge rapidement, qui vole, donc Slanesh, c'est un petit peu leur façon de procéder. Là, c'est un petit peu une armée qui mise beaucoup sur la rapidité, qui est un peu fragile, oui, mais je pense qu'il y a de quoi faire avec ça quand même. Ah, assurément. Puis qu'est-ce que tu as pensé de l'aspect magie avec Sinessa? Intéressant. On voit des habiletés. En fait, ben, clairement, on voit que c'est pas la même chose au niveau du potentiel de dommage. On a une attaque de tir, donc qui est le Staff of Slanesh. Le Staff of Slanesh, c'est une seule attaque avec une portée de 18 pouces. On n'a pas à choisir, en fait, on n'a pas à cibler quelqu'un. À la place, on choisit une unité ennemie qui est en dedans de 18 pouces, qui est la portée du Staff of Slanesh et qui est visible. Et le joueur adverse doit rouler un dé pour cette unité-là. Si le jet est moins que la sauvegarde de l'unité, mais pas un 6, l'unité va subir D6 blessures mortelles. Si le jet est égal ou plus grand que la sauvegarde, mais qui n'est pas un 6, l'unité va subir D3 blessures mortelles et sur un 6, rien de cela va arriver. Donc, ça peut être intéressant quand même. Mais bon, je trouve que c'est anecdotique quand même, Ouais. mais ça peut être une attaque qui peut. On ne dit jamais non à des blessures mortelles, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va vraiment utiliser de façon systématique dans une liste. Au niveau corps à corps, profil, une arme donc qui est le même type d'arme que d'Excessa, mais une attaque de plus, c'est le Impaling Talons. Donc, c'est 3 attaques plutôt que 2. 3 plus, moins 2 de rend et 2 de dommages. Tout comme d'Excessa, on a Mesmerizing Lepidoptera, moins 1 pour se faire toucher, donc autant au tir qu'au niveau du corps à corps. Et la règle additionnelle qui est The Voice of Slanesh. Cette règle-là, dans le fond, ce modèle, si ce modèle donne un commandement à une unité amie, et cette unité-là peut être n'importe où sur le champ de bataille tant qu'elle est visible à Sinessa. Donc, il n'y a pas de portée. En fait, on peut ignorer la portée de l'habilité de commandement. Si ce modèle-là fait un commandement à plus qu'une unité, maintenant, il reste à voir comment ça pourrait être possible. Est-ce que les auras pourraient fonctionner aussi à ce moment-là? Ben, donc, une de ces unités, à plus qu'une unité amie, une de ces unités peut être n'importe où sur le champ de bataille. Et en plus, en addition, si ce modèle-là réussit son sort de War Scroll qui s'appelle Whispers of Doubt, ou Pavan of Slanesh, qui est un sort du domaine du livre du Battletome et de Knights of Slanesh. Le héros affecté par le sort peut être n'importe où sur le champ de bataille tant que ce héros-là soit visible à Sinessa. Donc, intéressant. Allons voir maintenant qu'est-ce que Whispers of Doubt fait exactement. Donc, Sinessa peut faire un sort et peut contrer un sort par phase de héros adverse. Donc, si le sort est réussi, un héros en donne 3 pouces du caster. Maintenant, on peut ignorer le 3 pouces pour choisir n'importe où sur le champ de bataille. On lance 3d6. Si le jet est égal ou plus grand que la bravoure, on ajoute 1 au jet de touche pour les attaques qui vont cibler ce héros. Donc, ça peut être intéressant pour des archers, entre autres, pour les Blissbarb Archers, Blissbarb Seekers à ce moment-là. Donc, intéressant, du support, on cible des héros, c'est bien, mais en ce qui me concerne, je pense pas que c'est assez pour me convaincre de l'inclure dans une liste. Non, je suis assez d'accord. Tout est correct, mais tu te dis pas assez. Effectivement. Ouais. On remarque une belle tendance. Hein, c'est Sinessa connaît tous les sorts de Slanesh. Ouais. On avait la même chose avec le Warsong Revenant, avec Alariel. Donc, il semble y avoir une tendance à ce que des mages connaissent tous les sorts du domaine. Et ça, c'est le fun. Ça donne une belle versatilité. Oui, puis si on regarde, encore une fois, on fait un clin à la V3 avec les enhancements. Donc, je ne sais pas quel mot sera utilisé en français. Les améliorations, je pense. Optimisation.
Optimisation, merci. Donc, avec les optimisations, ça semble être un peu le cas. On peut laisser sous-entendre que les optimisations pourraient donner accès au lore entier. Est-ce que ça va être général? Je pense que non. Je pense qu'on va quand même devoir choisir des sorts. Mais effectivement, donc tous les nouveaux, pratiquement, War Scroll donnent accès à l'entièreté du domaine de magie, qui serait vraiment intéressant, effectivement. Vraiment. Donc, on passerait maintenant à une nouvelle ville, en fait, qui est Excelsis, qui est au cœur de l'histoire qui est racontée, là, qui est présentée dans Broken Realms. Et j'allais encore dire Bellacar, c'est Kragnos. Alors, la ville d'Excelsis. Et il y a quelque chose d'intéressant, Alex, dans cette ville-là. Oui, ben, tout à fait. Je pense, ben, ce qui est intéressant, puis ça, on a vu ça un peu dans les Broken Realms, c'est qu'on inclut de plus en plus de villes de Sigmar. Puis je pense qu'effectivement, celle-là, ben, on le parlait un petit peu hors ronde tantôt. Moi, je pense que c'est le trait de commandement qui est disponible à cette ville-là, qui la rend, je pense, vraiment intéressante quand on pense à toutes les possibilités et à la variété que nous offre le livre Cities of Sigmar. Tout d'abord, on va regarder un peu les règles d'allégeance, si on veut, quand on choisit Excelsis comme ville. On a tout d'abord The Coast of Tusk. Donc, bien sûr, comme toutes les villes de Cities of Sigmar, les villes sont situées dans un royaume. On doit donc jouer uniquement dans ce royaume. On doit donc, l'armée, en fait, vient de ce royaume-là, qui est Gur, sans aucune surprise. Et on a également comme règle, donc, on a Gift of Prophecy. Cette règle-là, je la trouve honnêtement moyenne, mais ça, elle peut être très bonne. Mais dans mon style de jeu, j'aime pas avoir des règles qui peuvent m'être avantageuses et en même temps désavantageuses sur un jet de dés. Parce que j'ai tendance à rouler le mauvais côté du jet de dés tout le temps dans ce genre de jet-là. Donc, une fois par phase, quand on choisit une unité amie pour tirer ou pour se battre, on peut dire que cette attaque a été prophétisée. Donc, si c'est le cas, on lance un dé sur un 1, on enlève un pour toucher, donc avec cette unité-là, et de 2 à 6, on va ajouter un pour toucher avec cette unité-là. Donc, c'est pratiquement un point de commandement gratuit qu'on va avoir pour All-Out Attack, mais avec le risque de rouler un 1 et d'avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de perdre un pour toucher. Donc, on ne peut pas être contre plus un pour toucher au tir ou au combat, mais on a le petit 1 une fois sur 6 qu'on va avoir l'effet inverse. Et ça peut être assez drastique quand on prévoit une tactique et qu'on a besoin d'une unité et qu'on roule le 1 fatidique pour avoir justement le moins 1 au lieu du plus 1 pour toucher. Oui, absolument. Donc, moi, c'est pas mon genre. J'aime pas. C'est bien, je trouve ça. Thématiquement, je trouve ça intéressant, mais sur un type uniquement, un point de vue de jeu compétitif, moi, c'est pas quelque chose que j'adore particulièrement. Non, si tu veux avoir des chances que tout aille mal sur des jets de dés, il faut jouer Gloomspite, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Habilité de commandement, c'est riposte. Donc, on peut prendre cette habilité de commandement au début de la phase de combat. Donc, si c'est le cas, on choisit une unité d'Excel 6 complètement dans 12 pouces de héros Excel 6. Si la sauvegarde non modifiée de l'attaque qui attaque la cible, en fait, est un 6, l'unité va subir une blessure mortelle après que les attaques aient été résolues. Donc, des 6 qui explosent, intéressant. Jusqu'à quel point ça pourrait être pertinent, il faut se rappeler qu'on peut uniquement affecter une unité dans la nouvelle V3. Là. On peut seulement donc avoir une unité qui va recevoir une habilité de commandement. Est-ce qu'on va vouloir avoir celle-là versus le plus 1 pour toucher? Il faudrait faire les maths. Je sais que vous êtes plus, Vincent et toi, des gars plus mathhammer que moi. Là. Mais bon, ça reste que si on a un haut volume d'attaque, la possibilité de faire quelques blessures mortelles de plus contre quelque chose qui a une très bonne sauvegarde, ben, c'est peut-être pas négligeable. Non, mais dans la plupart des situations, le plus 1 pour toucher va être meilleur que le 6 qui explose. Mais comme tu l'as noté, par contre, c'est vraiment contre les unités qui ont une très bonne sauvegarde où là, la blessure mortelle va être supérieure. Ben, tout à fait. Mais ça reste, c'est toujours intéressant d'avoir cet outil-là dans notre boîte à outils. Oui, parlant de boîte à outils, là, c'est justement dans les traits de commandement, il y en a un qui est superbe. Ouais, je ne ferai pas le tour de tous les traits de commandement, en fait. Je pense que celui qui est vraiment, à mon sens, le meilleur et la raison pourquoi
plusieurs joueurs pourraient être tentés d'utiliser Excel 6 comme ville si ça s'appelle dans le fond In the Right Place. Au début de la première ronde de bataille, on peut choisir des 3 unités amies et on peut les redéployer, donc en respectant bien sûr toutes les restrictions obligées par le plan de bataille. Redéployer après le déploiement des 3 unités pour avoir joué très longtemps les Caradrons avec leur premier livre qui donnait Fleet Master pour redéployer un Sky Vessel. C'est énorme, c'est immense. Donc, être capable de redéployer des 3 unités, on peut avoir un déploiement qui est beaucoup plus agressif pour forcer l'adversaire à révéler son plan de match et être capable de le contrer davantage. Donc, ça, pour moi, là, c'est vraiment très, très bien. Ça permet en fait de faire des erreurs, d'où l'agressivité au niveau du déploiement, parce que ouais, finalement, j'aurais peut-être pas dû placer telle unité-là, ben, je vais être capable de la redéployer au besoin. Donc, ça reste quand même des éléments intéressants à ce niveau-là. Oui, absolument. Puis on peut redéployer une unité de tir qui est clé pour qu'elle soit à portée d'une cible que l'adversaire avait déployée plus loin pour la protéger de nos tirs. Il y a vraiment plein de choses vraiment tactiquement intéressantes à faire, là. C'est vraiment très, très bon. Oui, tout à fait. Au niveau des artefacts, moi, il n'y en a pas un vraiment qui m'a sauté au visage comme étant un must. On a Glimmering, Rockjaws, Gryffindor Charms. Gryffindor Charms, jeu intéressant, donc moins pour se faire toucher et plus 1 de mouvement. Donc, est un artefact qui avait été recyclé des premiers artefacts de pouvoir de Malign Sorcery. Je pense que ce serait celui que je choisirais. Intéressant, mais tu sais, des moins pour toucher, c'est toujours très bien. Mais dans Cities of Sigmar, sur les héros, à moins qu'on joue un dragon, à moins qu'on joue un griffon, ben, c'est peut-être moins intéressant. Fait que dépendamment de l'armée, on n'a pas vraiment un gros général qu'on veut absolument envoyer au combat puis qui va tout casser. Donc, c'est peut-être moins pertinent à ce niveau-là. Puis tout comme pour les sorts, en fait, là, les 3 sorts du domaine de Gurish Heartlands, il n'y en a pas un qui se distingue tant qu'à moi, tant que ça. Toujours celui, en fait, Cower, qui peut être intéressant. Donc, je choisis un monstre en dedans de 12 pouces dans un D6. Si je bats à la bravo, ce monstre ne pourra pas charger. Fait que c'est bien, mais la plupart des monstres héros ont une bravoure qui est très élevée. Donc, ce ne sera pas extrêmement utile. Mais certains monstres pourraient avoir une bravoure qui est plus basse, qui ne sont pas montés par des héros. Donc, mais empêcher une charge, contrôler les mouvements adverses, empêcher des choses, c'est toujours intéressant. Assurément. Donc, un bel ajout, un ajout de plus pour les joueurs Cities of Sigmar. Même si, encore une fois, dans les rumeurs auxquelles j'ai eu accès, le livre de Cities of Sigmar serait refait au cours de la prochaine année, donc d'ici probablement quelque part en 2022. Donc, une nouvelle itération qui va changer de nom, même, semble-t-il. Probablement, en tout cas, si on suit un peu les nouvelles sur Games Workshop, l'expression Dawnbringer Crusade revient énormément de fois, comme si éventuellement il y aurait quelque chose autour de ça. Est-ce que ça pourrait être la nouvelle formule des forces de l'ordre qui reviendraient un peu reprendre des modèles de Cities of Sigmar? C'est la rumeur que j'ai vue passer. Parlant justement de Crusade et peut-être d'inquisiteurs, on a Papa Vendenst et fille Vendenst, 2 nouveaux héros qui sont d'ailleurs très jolis. En fait, j'ai beaucoup aimé les sculptes. Pour vrai, là, tu sais, puis je sais pas si tu as procuré Curse City, donc le jeu de Games Workshop de Warhammer Quest, mais on a également donc un Witch Hunter là-dedans avec le chapeau très très typique, avec, tu sais, et j'espère, s'ils peuvent sortir une faction ou une unité ou quoi que ce soit, Order of Azir, moi je saute à pieds joints là-dedans parce que le concept de Witch Hunter est vraiment intéressant et ce sont des très très belles figurines. Côté jeu, leur impact va être anecdotique. Rien de fantastique. On va commencer par Mademoiselle. Mademoiselle, dans le fond, a un arbalète, donc 5 pouces de mouvement, typique d'un humain, bravo 8, 5 points de vie, 4 plus sauvegarde. Un profil donc très très typique d'un héros de type humain.
son arbalète, 24 pouces de portée, une attaque 3-3, moins 2-2. Au combat, donc rien à tout casser. Là, 3 attaques, 3+3+, moins 1. L'arbalète devient meilleure, en fait. Là, on ajoute une attaque et plus 1 pour toucher si mademoiselle n'a pas fait un mouvement dans le même tour. Donc, OK. Ça devient intéressant. Donc, 2 tirs, 2+, 3+, moins 2-2. Encore une fois, pour un petit héros, ça peut l'achever, ça peut faire bobo, considérant qu'on peut également prendre un point de commandement à l'attaque pour ignorer le lookout sur. Intéressant, OK. Grim Resolve, un 5+ ward, toujours intéressant. Mais la raison pourquoi je pense qu'on prendrait davantage, et en fait, Papa Vengeance a la même règle, c'est Weapons of Banishment. En fait, on double le dommage contre des héros, contre des sorciers ou des démons, donc typique Witch Hunter. Ça peut être très bien. Donc, soudainement, une arbalète, on a un potentiel de 8 dommages contre un mage ou un démon. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Mais aussi, on peut tenter, donc, essentiellement de, quand ce modèle-là va tirer ou va se battre, on peut choisir un sort persistant comme cible. Donc, ça veut dire qu'avec l'arbalète, on peut donc tenter de dispeller un sort jusqu'à 24 pouces. Donc, en lançant 2d6, et si on bat la valeur d'incantation du sort persistant, ben, à ce moment-là, on va dispeller le sort en question. Donc, Papa, la même chose aussi. Oui, puis comme on disait tantôt, les sorts persistants, on s'attend à ce qu'ils soient beaucoup plus présents et qu'il y ait plus d'impact en V3, donc l'habilité devient doublement intéressante. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Papa Vengeance, lui, donc, a un pistolet et non une arbalète. Donc, 3 attaques, 3-3, moins 1-1. Et à 9 pouces de portée. Et une épée, donc 6 attaques, 3-3, moins 1-1. Tout comme sa fille, Weapons of Banishment, c'est la même chose. Tout comme sa fille, Grim Resolve, un 5+ Ward Save. La règle, dans le fond, additionnelle, c'est ce modèle-là peut retraiter, étirer et ou charger dans le même tour. Donc, toujours intéressant. Mais encore là, je ne vois pas nécessairement le punch qu'il va apporter au combat. Je pense que pourquoi on les prend, ben, ça fait des petits modèles qui peuvent avoir une deuxième chance d'enlever un sort persistant dans un tour. Si on n'a pas réussi à le displayer dans notre phase de héros, ben, on a une deuxième chance en fait là, à ce moment-là. Puis ça reste que ces modes sont thématiques. Si on a beaucoup de sorts persistants, on a potentiellement également beaucoup de mages. Ouais. Exact. Donc, on peut être capable d'aller chercher. Moi, j'aime bien Doralia Vengeance, donc la fille, parce que justement, avec la portée additionnelle, on peut la transformer en une genre de sniper pour aller chercher les petits mages isolés. Toujours intéressant. Absolument. Et les points, c'est pas cher, c'est 115 chacune. Donc, reste à voir en fait là, comment vont coûter. Est-ce que les héros vont augmenter de façon significative? Est-ce que le 115 points va être plus bas en fait que ce à quoi on s'attend? Ben, reste à voir dans quelques temps pour les nouveaux profils. Oui, c'est ça. Puis disons que Doralia vaut ses points. Galen, le papa, c'est un peu moins certain là, qu'il valent ses points. Son rôle est peut-être moins clair dans l'armée. Là. Tout à fait, je suis d'accord. Et on termine en fait avec Lord Croak, donc le papa, en fait le grand-papa Séraphin. Ah oui. Ben écoute, je pense que ce modèle-là qui a fait rager plus d'une personne et continue encore de faire rager les gens en V2 actuellement. Donc, c'était inévitable qu'il ait une mise à jour de son War Scroll pour plusieurs raisons. Un, ben, il était vraiment pas assez cher pour tout ce qu'il amenait. Et il y avait une influence qui était absolument drastique sur le champ de bataille. Donc, quand même, certains changements majeurs, en fait. Je pense que le premier changement, c'est au niveau de ses points de vie. Puis même dans la première édition d'Age of Sigmar, il y avait une mécanique semblable à ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y avait une mécanique avec le nombre de blessures subies dans une ronde. Là, on a donc Croak qui passe, si ma mémoire est bonne, de 7 points de vie à 18 points de vie. Mais 7 points de vie et il avait un ward save en fait là, de 4+. Là, il n'a plus
ce ward save-là. Donc, il n'a maintenant que son nombre élevé de points de vie pour se défendre. Par contre, qu'est-ce que ça fait? À la fin de chaque phase, s'il y a eu des blessures ou des blessures mortelles qui ont été allouées à ce modèle, on lance 3d6 et on ajoute le nombre de blessures et de blessures mortelles qui sont allouées à ce modèle-là pour le jet. Sur un 20 et plus, le modèle est tué. Donc, dès qu'on fait, en fait, là, 2 blessures dans une phase, on a mathématiquement une chance de tuer Croak. Ça reste une chance qui est mathématiquement plus difficile, mais plus on. Et la clé ici, c'est à la fin de chaque phase. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire du dommage avec des sorts, on peut faire du dommage avec du tir, avec du corps à corps. Donc, Croak est quand même un peu plus vulnérable de cette façon-là. Il ne bénéficie plus d'attention messire, mais ce qu'on risque de voir davantage, c'est de le voir avec des Temple Guard pour absorber des blessures. Peut-être un petit peu plus qu'avant, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord. Ça a été la réaction de plusieurs joueurs Séraphon là, avec qui j'ai pu échanger. Là. Ça a été Croak est plus jouable sans ses gardes du corps, en fait. Exact. Parce que ça va Déjà vite. qu'il a augmenté de points, en fait, là, il est passé de 320 points, si ma mémoire est bonne, à 430. Donc, c'est quand même une augmentation de 110 points qui est pleinement méritée, à mon sens. Ouais. Mais oui, tout à fait. Oui, puis ça fait qu'il ne peut plus être pris en allié parce qu'il est passé au-dessus de 400 points. Et en fait, ça vient aussi avec les points en fait de sa garde là, rapprochée pour qu'il soit viable. Parce que c'est pas banal hein, ce que tu expliquais, là, le fait que si on lance 3d6 plus le nombre de blessures, si on atteint 20 ou plus, il est mort. 3d6, ça va arriver souvent qu'on va lancer 12, 13, 14. Fait que ça prend pas tant de blessures que ça, un 15. Non, c'est un 7-8 blessures qu'il faut lui faire. 7-8 blessures qu'il faut lui faire, puis on n'a seulement qu'une 4+ de sauvegarde. Oui, on peut l'augmenter avec un point de commandement, avec le couvert, avec Mystic Shield. Oui, c'est absolument. Mais ça reste que, encore une fois, c'est des ressources pour protéger ce modèle-là. Je pense qu'on va donc voir beaucoup plus de Temple Guard ou de Saurus Guard, en fait, sur le champ de bataille pour tenter d'absorber, de diminuer le plus possible. Et on est littéralement à un seul jet chanceux de le tuer après quelques petits dommages anecdotiques. Ça va être tentant de tenter sa chance, juste tirer dessus, lui faire 2, 3, 4 blessures, lance tes dés, vraiment juste pour un coup chanceux, là, lancer un 16 ou un 17 avec 3 dés, ça se fait, puis voilà. Exactement, tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est quand même une pièce qui a encore un gros impact sur le champ de bataille. C'est encore une pièce prédominante. Tout à fait. On a encore la règle Arcane Vassal, donc on peut lancer des sorts de par les Skink Wizards qui sont à proximité. On a encore le Azeroth Force Barrier, qui est son attaque de corps à corps, en fait, là, qui plus on a de modèles en dedans de 3 pouces, plus on va avoir d'attaque. 3+, 3+, moins 1. Donc, si un monstre compte pour 5 modèles dans ce cas-ci. On va encore avoir une génération de points de commandement qui est intéressante. Donc, on lance 3D, 4+. Pour chaque 4+, en fait, on va générer un point de commandement additionnel. Et comme on l'a vu dans la V3, les points de commandement vont être vraiment intéressants. Ils vont être en demande. Donc, je pense que c'est une règle qui, encore une fois, qui va être fantastique. Pourquoi on prend Croak aussi? Supreme Master of Order. Donc, on va avoir +2 pour caster, dispeller et unbinder. Et en plus, on peut unbinder et dispeller sans aucune portée, donc partout sur le champ de bataille. Ça, je pense que c'est une règle qui est absolument, absolument forte, incroyable. Surtout quand on considère que c'est un modèle qui est quand même capable d'invoquer 4 sorts et de unbinder 4 sorts aussi. Fait qu'on a une protection magique qui est vraiment exceptionnelle. Donc, je pense que juste par ses capacités comme mage, je pense qu'il n'atteint pas le niveau d'un Teclis ou d'un Nagash, mais il est certainement un mage de qualité, sans aucun doute. Oh oui. Et on a encore ces 2 sorts. Donc, Celestial Deliverance qui peut faire jusqu'à 3 fois, donc à 10 pouces.
toutes les unités subissent potentiellement D3 blessures mortelles. 3 si une unité est un démon du chaos. Et Comet Skull, donc D3 unités ou D6 unités si on roule 10 plus sur le casting. Et on se rappelle avec un +2, donc ça prend un jet de 8 francs sur les dés. Donc D3 à D6 unités sur le champ de bataille qui subissent également D3 points de vie sans aucune portée. C'est une façon extrêmement solide de se débarrasser des petits héros qu'on pourrait voir, là. Donc ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, sinon, on a aussi le Supreme Gift of Heaven plus une sauvegarde, puis également donc rendre une unité volante. Donc, c'est quand même du bon stock, quand même encore très solide. Je pense qu'on va le voir encore sur les champs de bataille. Et le nouveau modèle est vraiment quand même très beau. Effectivement, là, on est à un autre niveau complètement. Là. Je veux dire, on compare les deux, l'ancien et le nouveau, puis c'est même pas proche. Là. Je veux dire, c'est même pas. Il n'y a même pas de. Il n'y a rien. Là. Fait que je pense que c'est encore une excellente réussite de Games Workshop. Un autre modèle qui est hallucinant. Dans la même lignée que Kragnos, dans la même lignée que Dexessa et Nicessa. Donc, tout à fait, on est ailleurs. Games Workshop survole la compétition là, en termes de qualité de figurines. C'est vraiment hallucinant. Puis là, d'autant plus que Croak, son modèle, l'ancien modèle, en fait, datait de Warhammer Fantasy Battle donc, c'était vraiment un modèle qui était très vieilli. Là. Il était complètement laid. Puis là, on arrive vraiment avec quelque chose de vraiment superbe. Tout à fait. Je suis très satisfait de cette figurine-là, en fait. Là. Puis, tu sais, je suis pas, encore une fois, je suis zéro un fan des Séraphons, mais je pense que c'est, encore une fois, une très belle réussite signé Games Workshop. Hey, ça fait le tour des War Scrolls dont on voulait parler. Peut-être pour donner un autre petit nanan aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Dans la vague de rumeurs que j'ai vu passer, là, et Alex, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Il semble qu'on va avoir le droit à une armée de Chaos Dwarfs, de nains du chaos. Donc, ce serait le grand retour des nains du chaos. J'ai été un joueur, ma première armée Warhammer Fantasy a été une armée de nains du chaos. Et tu aurais dû les garder. Oui, absolument. J'ai regretté. Je les avais échangés contre des cartes Magic et je l'ai toujours regretté. Incroyable. Écoute, moi, je prends toujours les rumeurs avec un grain de sel. Tu sais, je suis all-in pour la diversité. Je trouve ça intéressant. Les nains du chaos, pour moi, c'est un peu comme les squats de 40 000. Je vais le croire quand je vais le voir. C'est sûr que là, on les voit revenir avec les Cruel Boys. Est-ce qu'on veut ramener un peu ce qu'on avait à Fantasy, c'est-à-dire un peuple de dwarfs qui était très axé sur l'esclavagisme. Donc, on prend des peaux vertes, on les amène comme cheap troops, je cherche le mot, c'est Cannon Fodder en français. Là. Chair à canon. Chair à canon, merci. Donc, est-ce qu'on veut aller vers ça? Peut-être, je ne sais pas. Je pense que je suis toujours intéressé par tous les concepts, en fait, que Games Workshop vont faire, parce que honnêtement, ils en ont fait beaucoup de très beaux concepts. Puis, oui, je suis curieux de voir ça. Personnellement, en tant que joueur Caradron, en tant que joueur nain, je suis plus intéressé par la rumeur qui veut réunir les peuples du Hardin ensemble. Fait que moi, c'est plus ça que j'ai envie de voir, je vous dirais. Là. Mais, moi, j'ai hâte de voir comment ils justifieraient les nains en slip avec les nains en armure pour aller dans les Caradrons puis les Fire Slayers. Mais bon, hein, peut-être un modèle un peu comme les Auric Warclans où on a des Iron Jaws, on a des Cruel Boys, puis on a des Savage Orcs, là, des Bone Splitters, tous ensemble. Fait que pourquoi pas? Mais chose sûre, si on a lu les livres Broken Realms, clairement, il va y avoir quelque chose pour les Duardins. Donc, je pense qu'avec le mystérieux
nain qui est arrivé dans Be'lakor et qu'on a vu par la suite dans Kragnos, qu'on pourra parler éventuellement dans l'épisode sur l'histoire, sur le background, ben, je pense qu'on va avoir quelque chose qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Yes, donc on vous présentera le fluff, donc l'histoire de Broken Realms, Kragnos, dans une prochaine vidéo. Tout à fait. Alors, ben, sur ce, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo ou à commenter, nous laisser votre avis là, sur les nouveaux War Scrolls, les nouvelles chartes d'unité qui ont été présentées dans Broken Realms. Et sur ce, bon Wargaming!